Troisième partie donc avec cet hydrogène auquel on va s'intéresser. Est-ce un nouvel Eldorado territorial? 3 invités pour en parler. Miko Mered, professeur de géopolitique de l'hydrogène à HEC à Lillery notamment. Merci d'être avec nous. Florent Tillous-Borde, vice-président acquisition, investissement et conseil financier chez Engie. Vous vous occupez également, on en parlera dans un instant, d'une nouvelle business unit consacrée justement à cet hydrogène. Et puis Jean-Philippe Dugouin-Clément, également vice-président du conseil régional Île-de-France chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Bonjour, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes également maire de Mennecy d'ailleurs. C'est bien de le rajouter. Vous êtes élu de la plus grande région de France. Au niveau régional comme au niveau local, votre action porte évidemment sur des enjeux écologiques, que ce soit pour votre région ou pour votre commune. Quels sont ces fameux enjeux de développement durable auxquels vous faites face en ce moment et dans les mois qui vont suivre? L'un des enjeux majeurs pour une région comme l'Île-de-France, c'est de prendre sa part par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique et donc par rapport à ses consommations énergétiques. Quand on parle du bilan énergétique de la région, c'est d'une part travailler sur un axe réduction de nos consommations et de l'autre production. On est une région qui représente 18% de la population française, 25-26% de son PIB et 26-27% de ses consommations énergétiques. Nous importons 90% de notre énergie et l'enjeu que nous portons aujourd'hui, c'est d'aller vers un mix énergétique qui nous rende non pas région énergie positive, on n'a pas les atouts qu'on peut trouver en Rhône-Alpes ou en Occitanie, mais qui nous rendent moins dépendants. Alors on travaille sur le solaire, sur la méthanisation, sur la géothermie et sur l'hydrogène. On a été amené en novembre 2019 à adopter une stratégie en faveur de l'hydrogène et nous lançons depuis le début de cette année des appels à manifestation d'intérêt pour aller financer le développement de projets mettant en œuvre l'hydrogène, tant sur la production que sur la distribution et sur la consommation. Parce qu'on pense que si on veut arriver à progresser et à amorcer les choses sur une énergie qui aujourd'hui est encore coûteuse, il faut qu'on arrive à amorcer la pompe, si vous me passez l'expression, en créant des écosystèmes cohérents. Ce fameux mix énergétique, Miko Mered, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est ce vers quoi la France se dirige et comment le mettre en place au niveau territorial? Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement, dans la géopolitique de l'hydrogène aujourd'hui, il y a des solutions mises en œuvre qui sont très différentes, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Typiquement, l'Allemagne va vouloir produire une partie de son hydrogène, certes, mais va vouloir, dans sa stratégie hydrogène présentée cette année en 2020, importer plus de la moitié de son hydrogène venant de l'étranger. Alors qu'en France, la stratégie consiste à produire notre hydrogène localement. Il y a aussi une dimension autonomie stratégique qui va derrière. Est-ce que c'est viable? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à long terme, c'est-à-dire 2025, 2030, 2035, les tarifs de production d'hydrogène vert, c'est-à-dire d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui entre 7 € et 10 € du kilo d'hydrogène, pourraient tout à fait baisser à 2,5 voire 2 € le kilo. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir une parité avec le secteur fossile et de fait permettre à l'hydrogène de devenir un véritable secteur. Alors je ne sais pas si ce sera un Eldorado territorial, mais on comprend bien pourquoi en France, comme au Portugal ou en Espagne ou en Italie, il y a une vraie territorialité aux enjeux de la production d'hydrogène. Florent Tillous-Borde, Engie évidemment, qui a un rôle, et vous en particulier avec Engie H2 dans le monde et plus particulièrement en France. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques chiffres, nous décrire un petit peu l'action que vous menez? Ce que je voudrais, c'est d'abord donner un contexte d'Engie et de rappeler la raison d'être d'Engie et qui est inscrite au statut, et je le rappelle depuis le statut du groupe depuis 2020, qui est d'agir pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Et il y a, pour pouvoir agir, pour pouvoir accélérer, et donc je rejoins ce qui a pu être dit par M. Dugouin-Clément, c'est de proposer un panel de solutions de renouvelables. Donc il y a la géothermie, les photovoltaïques, l'éolien, et puis il y a l'hydrogène. Mais nous, on s'attache à développer un ensemble d'énergies renouvelables parce qu'on considère que, et c'est formidable et c'est indispensable, les coûts ont baissé du photovoltaïque, l'éolien c'est pareil, et le photovoltaïque c'est 80% de réduction de coûts depuis 10 ans, l'éolien terrestre c'est 40%, les capacités augmentent, et donc ça c'est très important, sauf que ça ne sera pas suffisant pour avoir un territoire, pour avoir un monde neutre en carbone. Et donc la clé pour pouvoir y arriver, c'est cette complémentarité entre les énergies renouvelables. Et c'est ce que apporte l'hydrogène. C'est une solution qui est assez indispensable pour pouvoir accélérer, puisque c'est
probablement, et on en est nous certains, que c'est ce maillon manquant dans la chaîne qui permet de pouvoir développer encore plus de renouvelables. Miko Mered. Alors de fait, au niveau européen, ce qui a été démontré dans plusieurs rapports les 3 dernières années qui viennent de s'écouler, c'est que sans un certain partage à l'hydrogène, c'est-à-dire entre 10 et 25% de la demande énergétique de l'Union européenne qui pourrait être assouvie par l'hydrogène, de fait, l'Union européenne ne pourra pas, à l'horizon 2050 j'entends, l'Union européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs de l'accord de Paris. Donc à partir de là, de fait, vous avez tout un afflux évidemment d'investisseurs, de décisionnaires politiques, etc. pour le secteur de l'hydrogène qui s'explique parce que d'une part, les populations, ils sont entre guillemets prêtes, elles sont demandeuses de ces solutions un peu plus radicales en faveur de la transition énergétique, mais à côté de ça, parce qu'il y a des conditions de marché qui, elles aussi, sont de plus en plus favorables. Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce qu'il faut, nous, notre pays, se distinguer de nos voisins européens et faire un petit peu peut-être cavalier seul dans cette course au mix énergétique dont on parle ? Enfin, maîtriser son énergie, c'est maîtriser son indépendance. Travailler sur l'énergie de demain, c'est travailler sur ce qu'est un pays. Aujourd'hui, ce qui fait que la France a une certaine forme d'indépendance énergétique, c'est ce qui a été fait pour le nucléaire dans les années 50 et 60, où on s'est doté d'une ambition nationale pour être en avance sur les autres pays. On sait aujourd'hui, en tout cas moi je suis profondément convaincu, que l'hydrogène, parce que c'est une énergie qui vient combler les lacunes des énergies renouvelables, est l'énergie d'avenir. Et on a, je pense, fondamentalement intérêt à avancer sur ce sujet, à avancer extrêmement fortement. Moi, je suis assez frappé par l'exemple du Portugal, que vous évoquiez il y a quelques minutes. L'investissement au Portugal sur cette énergie est absolument colossal. Investir sur l'hydrogène, c'est aujourd'hui investir sur l'avenir. Les énergies fossiles, mécaniquement, si on veut limiter le réchauffement climatique, si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, et déjà on peut plutôt s'inquiéter de savoir de combien on les dépassera que de savoir si on les tiendra. Les énergies fossiles est quelque chose qui n'ont, pour moi, pas d'avenir. Est-ce qu'on souhaite être un pays tout nucléaire ou est-ce qu'on veut pouvoir avoir un mixte énergétique en travaillant sur ce sujet ? Et c'est également maîtriser une technologie, c'est avoir une puissance à l'export, c'est avoir une puissance politique à l'international et c'est s'accaparer une puissance pour demain. Donc oui, on doit investir pour l'hydrogène, on doit structurer nos filières sur la production, mais également sur tout ce qui va autour. Quand on parle d'hydrogène, on parle des mobilités, on parle des véhicules, on parle des trains, on parle potentiellement de l'avion. L'aérien, c'est un sujet majeur en France qui est devenu extrêmement sensible du fait du bilan carbone, de la pollution générée par les avions. Si on est capable dans 5 ans, 7 ans, 10 ans de faire fonctionner des avions de ligne à hydrogène, la question de la pollution aérienne, elle n'existe plus. Et quel rôle peuvent avoir les régions dans ce combat-là ? Les régions, on peut être des facilitateurs. On a une capacité à aller mobiliser des crédits, à aller au plus proche des projets pour essayer de les financer. On peut essayer de faire travailler en cohérence des acteurs locaux, de permettre... On a créé un cercle des acteurs de l'hydrogène en Ile-de-France. C'est permettre à des gens qui ne se seraient pas parlé autrement d'échanger entre eux. Et quand on parle d'amorcer une filière, c'est aussi permettre de faire se rencontrer les consommateurs de l'hydrogène, les entreprises qui peuvent être des clients captifs, des flottes captives avec les secteurs de production et de distribution. Le sujet qu'on a aujourd'hui pour pouvoir amorcer l'hydrogène, c'est de mettre en face la distribution et la consommation. C'est de créer une viabilité économique. Et ça, on peut le faire. Miko Mered. Aujourd'hui, pour l'hydrogène, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est là, les technologies sont là, elles sont matures. L'enjeu consiste à optimiser la chaîne de valeur, c'est véritablement ça. Et au niveau territorial, ce que vous êtes capable de faire, c'est mobiliser des acteurs de terrain qui sont prêts justement à dépasser ce que, par exemple, à l'échelle d'un État, on va avoir plus de mal à faire. Au niveau territorial, on peut être concret. Au niveau de l'État, on va avoir des grandes incantations, mais ça va être plus compliqué, ça va mettre plus de temps à se mettre en place. Je vais prendre un exemple concret. Si on prend les stratégies hydrogène qui ont été développées à l'échelle européenne aujourd'hui, vous prenez les 2 plus grandes stratégies, celle de l'Allemagne et celle de l'Espagne, 10 milliards et 9 milliards, ce sont évidemment les stratégies nationales. Si vous prenez la 3e, ce sont les Nord-Pays-Bas. La partie nord des Pays-Bas, 9 milliards, c'est plus que la stratégie française 2030, c'est plus que le Portugal, etc. Et aujourd'hui, si on va, par exemple, un petit peu 5 ans en arrière, en 2015, les régions qui se sont mobilisées à l'époque pour développer des territoires positifs au niveau de l'hydrogène, que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la région Occitanie ou Pays de la Loire, de fait, aujourd'hui, en tirent déjà les bénéfices. Plus des 2 tiers des investissements français sur l'hydrogène sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de fait, il peut y avoir petit à petit une compétition entre les régions pour devenir ces fameux territoires de fer de lance de l'hydrogène.
Sébastien Tillous-Bord, ce sont de grands enjeux pour les territoires. C'est mon cousin. Mais... pardon, excusez-moi, Florian Tillous-Bord, je confonds avec Florian Duval. J'en suis ravi. Non, ouais, je rejoins complètement ce que dit Mika. Et, nous, concrètement, on se félicite de voir ce qui se passe actuellement. Il y a un consensus sur l'hydrogène. Il y a eu 100 millions annoncés il y a quelques années dans le cadre du plan Hulot. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards en France, 9 milliards en Allemagne. Il y a dans d'autres pays à travers le monde, parce que nous, on agit également, on est une BU qui est globale, donc on regarde aussi beaucoup au Chili, en Australie, où il y a de vrais potentiels de renouvelables. Ce qui se passe actuellement, c'est formidable. Et ce qu'il faut, c'est donc des pionniers. On l'a fait notamment dans le projet Zero Emission Valley, qui est un projet de mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, où il a fallu... il y a la région qui a lancé l'idée, qui avait besoin d'industriels pour pouvoir structurer l'ensemble. Et puis ensuite, il fallait aussi financer. Donc on a récupéré des subventions, obtenu des subventions auprès de l'Europe, auprès de l'ADEME. Et puis également trouver des banques et souvent des caisses régionales qui voient un intérêt autre que purement financier et qui ont une approche industrielle comme la nôtre, qui est de dire il faut lancer, il faut donner ce petit coup de pouce pour pouvoir voir émerger une nouvelle filière. J'aimerais juste dire une chose, c'est que l'hydrogène, ça existe déjà et depuis très longtemps. Il y a l'hydrogène gris qui est l'hydrogène dit carboné, qui est produit à partir d'énergie fossile par cracking et qui donc émet du CO2. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'hydrogène bleu, qui est la capture de ce CO2 et qui est en gros à 90%. Et puis ensuite, il y a l'hydrogène, et ce sur quoi nous, en tout cas, on s'oriente, et il y a un énorme potentiel, c'est l'hydrogène donc renouvelable par électrolyse de l'eau. Donc la molécule d'eau H2O qui est électrifiée par électricité renouvelable et qui permet d'avoir d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Donc il n'y a pas d'émission de CO2 dans sa production et non plus au moment où le véhicule consomme cet hydrogène. Il n'y a pas de pollution au niveau du pot d'échappement. Vous voulez compléter, Nicolas ? Oui, parce qu'il y a des territoires dont on ne parle pas du tout. Or, en France, on a eu plusieurs premières mondiales dans ces territoires. Ce sont les territoires d'outre-mer. Si on va en Guyane, si on va à la Martinique, aujourd'hui en Guadeloupe, on a des territoires qui ont fait des premières mondiales avec des financements européens, avec des financements locaux, en mêlant des start-up locales et des start-up, par exemple, marocaines, des grands groupes qui viennent de l'étranger, d'Amérique du Nord ou d'ailleurs. Donc ça a aussi existé. Et aujourd'hui, elles ont un petit déficit de notoriété. Et l'autre point aussi que je voulais évoquer, alors notre plateau n'est pas très représentatif pour le coup de la filière hydrogène, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent les dimensions hydrogène sur les territoires et qui aussi, pour des raisons notamment par exemple de lutte contre la pollution, ont engagé de plus en plus de petits projets, puis des projets qui maintenant arrivent à l'échelle dans les différents territoires, bien au-delà des logiques purement de simple marché, dirons-nous, sur ces questions d'hydrogène. Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce que l'innovation, elle peut être vue comme un vecteur d'accélération de ce processus tourné vers l'hydrogène vert, vers ces nouveaux mix énergétiques ? Bien sûr. Innover, c'est savoir comment on va consommer demain, comment on va produire demain. On a la chance en Ile-de-France d'être un territoire extrêmement dynamique, d'avoir tous les grands sièges d'entreprises, les grands sièges de recherche, mais également une densité de start-up. On a créé des maillages, vous évoquiez des exemples de crossover entre des start-up outre-mer et des start-up marocaines, mais on a des partenariats notamment sur les start-up avec nos pays partenaires dans le cadre de la coopération internationale. Donc c'est un sujet majeur. Et véritablement, l'hydrogène, aujourd'hui, on est sur une technologie qui est mûre, qui est mature, qui a besoin effectivement d'être amorcée, mais qui est sous-utilisée par rapport à ce qu'elle pourrait être. Si on prend le champ automobile aujourd'hui, on a une gamme qui est extrêmement restreinte, qui reste relativement chère, pour ne pas dire très chère, qui se décline au travers de flottes captives. Ne marche pas vraiment non plus. L'électrique a d'autres inconvénients, d'autres avantages. Moi, je ne suis pas mono-énergie sur les mobilités. On pourrait aussi parler de véhicules biogaz, on pourrait parler de l'hybride. Enfin, chaque véhicule ou chaque type de motricité peut avoir ses avantages ou ses inconvénients correspondant à des usages différents. Moi, je pense plus à la réflexion par usage que par type d'énergie, l'énergie étant liée à l'usage qu'on peut avoir. Mais quand on prend la recherche, l'innovation, c'est aussi sur les mobilités. Aujourd'hui, les mobilités hydrogènes, on est encore faible sur ce qui est grand public. Et on a des progrès majeurs qu'on peut faire sur notamment l'avion.
Le grand public, ça va être un petit peu l'enjeu de demain? Complètement, parce qu'il y a énormément de, comment je pourrais dire, des idées reçues, si vous voulez, qui restent aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le boom de l'hydrogène aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. On a vu un boom de l'hydrogène déjà dans la sphère publique dans les années 1790. C'était le premier boom, dirons-nous. Puis ensuite, au tournant du XXe siècle, donc ça nous ramène très très loin. Mais surtout, en fait, il y a eu un véritable boom autour de l'hydrogène à la fin des années 90, début 2000. Et ce qui a posé problème principalement à ce moment-là, c'était les questions de sécurité. À l'époque, on disait les problèmes d'inflammabilité, les problèmes d'explosivité, etc. C'est quelque chose sur lequel la filière a beaucoup travaillé depuis 20 ans. Des institutions internationales se sont créées autour de ça. Et aujourd'hui, la question de la sécurité de l'hydrogène n'est plus véritablement une question. Mais pour le grand public, ça résiste toujours. Et c'est mis évidemment en exergue par des lobbyistes d'autres secteurs, et notamment des lobbyistes du secteur des énergies renouvelables qui voient l'hydrogène arriver et qui voient en fait pomper un certain nombre de fonds publics sur lesquels ces industries-là espéraient justement faire leur beurre. Donc on voit déjà aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique là aussi, à des échelles internationales mais aussi intranationales, ce genre de bataille se mettre en place. Et de fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est le poids du politique va être déterminant. Si je compare en 2 secondes Paris et Shanghai, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à Shanghai, vous avez une flotte de mobilité qui est quasiment exclusivement électrique en ce qui concerne, par exemple, les 2 roues? C'est parce que la municipalité a interdit les 2 roues thermiques il y a déjà plus de 15 ans. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, une ville comme Paris ou la région Île-de-France peut porter ce genre de message-là. Et de fait, ce qui va se passer petit à petit, c'est qu'au fur et à mesure de ces choix politiques locaux qui vont être mis en place, il va y avoir certains territoires qui vont partir vers des solutions plutôt électriques, tout électriques, et d'autres sur des échelles de territoires plus larges qui vont partir vers l'hydrogène. Alors même si on peut dire qu'on vit un process plus ou moins long en fonction des choix politiques, Florian Thibsbourg, est-ce qu'on peut quand même dire qu'on est dans une transition écologique et énergétique aujourd'hui en France? Oui, et ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que l'hydrogène renouvelable, c'est pas pour demain. Et en fait, la technologie, en effet, elle existe et depuis très longtemps. En tout cas, la technologie par électrolyse, on parle d'une technologie dite alcaline, qui existe depuis 50, 100 ans. Ça existe et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réussir à faire des projets et de la production à l'échelle pour pouvoir réduire les coûts. Et par ailleurs, il y a d'autres technologies derrière qui peuvent arriver avec un meilleur rendement, en tout cas rien que sur la production de l'hydrogène. Après, il y a derrière toutes les autres briques qui sont les compresseurs, qui sont le stockage, où il y a encore beaucoup d'innovations à faire dedans. Et le sujet il est plutôt, dès aujourd'hui, investissons dans l'hydrogène renouvelable, il y a plein de choses à faire, et continuons aussi à investir dans ces nouvelles technologies qui vont permettre ensuite d'être compétitifs. Et nous, on considère que d'ici 2030, l'hydrogène renouvelable pourra être compétitif avec de l'hydrogène gris, qui est aujourd'hui, en gros, le prix du gaz. C'est quelque chose que vous utiliserez en Île-de-France? Oui, il y a une chose très importante, et quand on parle de volontarisme politique, c'est le fait de venir permettre l'équilibre économique. Quand on finance de la géothermie aujourd'hui, si on ne finance pas, si l'ADEME, la région Île-de-France ne finance pas, on n'a pas d'équilibre économique, surtout avec les énergies fossiles qui tombent. Et donc il y a un moment, un choix, un engagement politique qui est aussi d'aller financer, d'aller permettre de faciliter les équilibrages économiques, première chose. Deuxième chose qui est très importante sur ce que vous disiez, pour moi il y a 2 phénomènes auxquels on est confronté. Le premier, c'est le réchauffement climatique, qui nous mène à notre perte si on n'est pas capable de l'enrayer. Et le deuxième, c'est la pollution de l'air. On parle de la Covid actuellement. La pollution de l'air en France, c'est 48 000 morts par an. C'est-à-dire que l'épidémie de Covid en année pleine aura tué globalement autant que la pollution de l'air en une année. Et pourtant, la pollution de l'air, personne n'en parle. Ces 2 sujets-là, l'hydrogène est un des vecteurs qui peut permettre de donner des réponses et de l'enrayer. Donc, à nous d'être capables d'expliquer, à nous d'être capables de faire comprendre, de lutter contre les lobbies, parce qu'aujourd'hui, il y a un poids des lobbies qui est absolument terrible, et de lutter contre les théories conspirationnistes qui sont poussées par les lobbies. Merci messieurs, on va s'arrêter là sur ce thème de l'hydrogène. Merci d'être venus sur notre plateau. Petite pause et à suivre, eh bien, on s'intéresse à l'émergence d'expériences nouvelles, durables et responsables. À tout de suite. Fighting global warming is a priority for ENGIE. By placing renewable energies at the heart of its strategy, the group is taking action now. Since 2016, we have doubled our wind and solar capacity. In 2019 alone, we installed 3 gigawatts of renewables, 4 times more than the previous year, a performance that has made us one of the most market-proactive European leaders.
ENGIE currently operates more than 28 gigawatts of renewable installed capacity. This represents over 20% of ENGIE's operating results and 1/3 of its growth investment. And we are targeting an additional 4 gigawatts per year to accelerate the transition to carbon neutrality. To further accelerate, ENGIE is investing massively in new technologies. Firstly, in offshore wind, our recent alliance with EDPR, called Ocean Winds, will reinforce our position as the world leader in the sector. Biogas, indispensable to the energy mix, is already underpinning the development of a sustainable and virtuous industrial sector. Our goal is to increase our installations fourfold over the next 3 years. To decarbonise industry, transports and to store renewable energies, we are committed in more than 30 green hydrogen projects. Lastly, to support our customers' energy transition, we have developed innovative green energy purchase contracts, green corporate PPAs. Every day, thanks to our 5,000 renewable expert employees, we reconcile economic performance with positive impacts on people and the planet. This is our purpose.